Je ne sais pas si vous croyez aux fantômes. Moi, peut-être. Et peut-être aussi que certaines affaires termineront de me convaincre. Car il y a des lieux chargés d'histoire, mais aussi d'autres choses. D'une substance qu'on a du mal à identifier, qu'on ressent sans pouvoir la toucher. Ces lieux sont ceux aux volets fermés, aux grilles cadenassées, qui empêchent parfois un lourd passé de s'échapper et de pauvres âmes comme les nôtres d'y entrer. Le lieu dont je vais vous parler dans cette saison est de cela. Si vous étiez devant sa porte, vous ne rentreriez probablement pas. Cette bâtisse, on l'a dit maudite depuis plus d'un siècle. L'est-elle pour autant ? C'est ce que l'on va essayer de découvrir ensemble. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés du Mas maudit. C'est un écrin de campagne dans lequel on se sent bien. À quelques kilomètres à pied, il y a le centre-ville de Nîmes. C'est une ville qui bouge pas mal déjà en 1900. Mais dans ces bourgs, il ne se passe pas toujours grand-chose. Certaines habitudes ne changeront pas au fil du temps. On boit un coup au bistrot du coin, on flâne dans la garrigue, on profite du beau temps dans ce coin de France où le soleil brille 300 jours par an. Dans le Gard, le climat social est très ouvrier. Au loin, les magnaneries qui abritent la culture de verre à soie se découpent dans le paysage et offrent à des centaines d'hommes un emploi stable. Mais au fil des années, on délocalise. C'est le début de ce mal du siècle. Et puis, c'est pas bien grave après tout, on a le charbon pour se rattraper. Quoique, le charbon venu d'Angleterre est déjà souvent préféré aux Gardois, alors on ferme aussi les mines. Les forêts de pins plantées il y a des décennies pour consolider les sols plafonnant ces mines sont maintenant comme des touffes qui n'ont normalement rien à faire ici. Quand on s'enfonce un peu plus loin, on se retrouve bien vite hors de la ville, sur les chemins longés de thym et de romarins sauvages. Les cigales prennent le dessus sur tous les autres bruits ambiants. C'en est presque assourdissant les jours d'été. Tout au fond de l'impasse des Fusains, il y a cette bâtisse pour le moment inconnue. Le chemin est sinueux, pas bétonné comme aujourd'hui. Pas de voitures garées, pas non plus de passants. Autour, il n'y a que des champs et des murets de pierres sèches comme on en voit partout dans la région. Depuis quelques jours, on n'a pas vu le propriétaire, et les collègues du village s'inquiètent un peu. Ce n'est pas son genre. Alors, ils vont voir. Il faut se farcir la route du centre-ville jusqu'au mas du copain, c'est pas tout près. 2 kilomètres en soi, c'est rien, surtout pour des gaillards, mais sous ce soleil de plomb, chaque pas compte. Lorsqu'ils arrivent, tout est calme. Un peu trop peut-être. Ils seraient partis sans donner de nouvelles ? Ou peut-être un voyage incongru pour le travail ? Non, ça ne colle pas. Ce n'est pas la saison des déplacements. On reste au pays, on boit des coups bien frais. On pourrait demander à sa femme, mais il n'y en a pas. Ça réduit le champ des possibles côté témoin. Les gars tentent d'entrer dans la maison, c'est ouvert. Leur copain est là, accroché à une poutre, le cou brisé et les jambes pendantes. Le propriétaire s'est pendu, et c'est la première fois que la mort touche le mas de Lozes. Des gens qui sautent la vie, malheureusement, c'est intemporel. Les époques n'y font rien, alors c'est un peu banal pour un podcast sur le crime, je vous l'accorde. Ce n'en est pas un de crime. Mais je suis bien obligée dans cette saison de vous planter le décor, car c'est exactement ce qui nous intéresse, l'endroit. Le mas de Lozes, aujourd'hui célèbre, n'est dans les années 1900 qu'une baraque comme une autre. Dans le Gard et dans la campagne du sud de la France, de manière générale, on vit dans un mas, une sorte de ferme, qui comprend souvent plusieurs bâtiments, ou dans un masé, qui est la version miniature. Ça se rapproche plus de ce qu'on appellerait un cabanon aujourd'hui. Sur les chemins de France et de Navarre, le soldat chante en portant son bazar, une chanson authentique et bizarre, dont le refrain est vive le pinard. Faisons un bond dans le temps. Nous sommes 14 ans plus tard. Le 3 août 1914, la guerre a été déclarée. Les hostilités ont déjà démarré et dans tout le pays, le climat est chargé d'électricité. Les journaux titrent tous qu'avant même que la guerre soit rendue officielle, les Allemands ont déjà envahi le pays. On veut en découdre, les mettre dehors et vite.
Ils ne savent pas encore que cette guerre va être sanglante, longue et boueuse. Mais dans la banlieue de Nîmes, au fond d'une impasse, encore pleine de garrigues, la vie est toujours la même. Sauf ce jour-là. Une jeune fille agonise, le corps ensanglanté, et elle est heureusement rapidement transportée à l'Hôtel-Dieu de Nîmes, inauguré à peine 1 an auparavant. Elle est lardée de coups de couteau, et le pronostic vital est un moment vraiment très engagé. Lorsqu'il faut établir sa fiche, le médecin écrit son adresse, Mas-de-Lose, Nîmes. C'est la fille des propriétaires, et son amoureux du moment n'a pas apparemment supporté d'être éconduit. Il aurait pu envoyer une lettre désespérée ou la rendre simplement jalouse avec une autre au bal du coin. Au lieu de ça, il se rend au mas familial, la trouve seule, sort un couteau de boucher et la poursuit en la lacérant dès qu'il en a l'occasion. Puis il la laisse pour morte sur les dalles de la cuisine. Elle survit de peu, et le Mas-de-Lose continue d'enfermer un à un les secrets d'une violence inouïe. On retrouve évidemment l'amoureux, c'est ce que vous vous dites. Eh bien, pas du tout. Il n'y a même pas d'enquête. Pas un seul flic ne se met sur l'affaire, pourtant simple à première vue, car la gamine est encore là pour parler, on sait qui a fait le coup, et en 1914, on ne franchit pas les frontières même du département aussi facilement qu'aujourd'hui. Bref, en se mobilisant à un minimum, il y a fort à parier que le soupirant aurait payé le prix fort pour cette agression. Mais non, même pas une once d'intérêt pour tenter de trouver celui qui a fait ça. Moi aussi, j'étais un peu surprise pendant mes recherches, et puis après, j'ai remis l'église au milieu du village, et je me suis rendu compte que ce n'était pas étonnant. On est en 1914, la guerre vient d'être déclarée, le pays est déjà sans dessus-dessous, et on a d'autres chats à fouetter. Il faut mobiliser les hommes, surtout, et les forces de l'ordre, évidemment, sont des recrues de premier choix. Sans parler du sujet de l'affaire, une agression de femme, inutile de vous dire que face à la guerre, ça ne fait clairement pas le poids dans la presse locale. Et ça non plus, ça ne m'a pas étonnée. Quand on voit aujourd'hui encore comment on traite les féminicides. Mais bon, c'est un autre sujet. Le Mas-de-Lose appartient aujourd'hui à ces lieux en France qu'on dit maudits, et dans lesquels on ne passerait probablement pas la nuit. Je ne sais pas véritablement ce qu'il en est aujourd'hui, mais en 2021, il était toujours debout, et surtout, il était habité. À quelques centaines de mètres du mas, maintenant que tout est bétonné et bien rangé, on a fait construire un pôle psychiatrique en 2013. C'est parfois un peu ironique la vie. Quand on sait tout ce qu'il s'est passé dans ce coin, il y a de quoi perdre la tête. Mais encore faut-il croire qu'un lieu, théâtre des pires horreurs, peut à lui seul porter tout le malheur. On dit que les murs ont des oreilles, mais dans le cas du Mas-de-Lose, je crois surtout qu'ils ont des armes. En France, plusieurs lieux comme celui-ci sont dans le collimateur des fans d'urbex ou d'enquêtes paranormales. Je pense notamment au château de Fougeray ou au phare de Thévenec, si connus pour les nuits d'épouvante qu'ils ont pu procurer à ceux qui s'en approchent ou ont le malheur d'y entrer. En ce qui concerne le Mas-de-Lose, on est sur autre chose. La malédiction n'est pas paranormale, elle est simplement criminelle. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, peut-être est-ce dû à sa localisation d'abord, au bout d'une impasse qu'on ne fréquente pas et où très longtemps il n'y a rien d'autre que des champs. Isolée, la baraque est idéale pour commettre les pires méfaits. On ferme la porte, on étouffe les bruits, on garde en lieu sûr la souffrance et la mort. Ou peut-être est-ce juste un concours de circonstances. Mais croyez-moi, quand vous saurez la suite de cette affaire, longue de plus d'1 siècle, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Jusqu'ici, entre 1900 et 1914, le Mas-de-Lose n'a abrité qu'un suicide et une agression de femme. Vous vous dites sûrement qu'on est plutôt sur des faits banals. Malheureux, mais pas exceptionnels. C'est vrai, pour le moment, vous n'avez pas à vous en faire. Après tout, c'est une coïncidence. Mais en êtes-vous certain ? Car 30 ans plus tard, tout recommence. Le contexte est différent, mais la guerre rôde toujours. À nouveau, l'atmosphère morbide du Mas-de-Lose se répand, et cette fois, la main invisible qui semble contraindre la bâtisse à la malédiction éternelle resserre son emprise bien plus fort. Le théâtre d'un des plus grands massacres gardois du XXe siècle, c'est ici, au Mas-de-Lose. Rendez-vous en 1945 et dans le prochain épisode de Crimes oubliés, consacré à l'affaire du Mas maudit.